de la pancréatite chronique, aiguë, pardon, connaître les causes de la pancréatite aiguë et comment la traiter. Alors, on commence par la définition. Donc, la pancréatite aiguë est une inflammation, comme pour tous les mots qui se terminent par tite. C'est une donc, inflammation aiguë du pancréas qui est souvent étendue aux tissus voisins due à l'autodigestion de la glande pancréatique par ses enzymes. Alors, les deux causes principales de la pancréatite aiguë, comme vous allez le voir, c'est l'alcoolisme et la lithiase biliaire. Alors, l'incidence de la pancréatite aiguë est variable d'un pays à un autre. Il est de 13 à 45 cas pour 100 000 habitants. Elle est en augmentation, en particulier dans les pays anglo-saxons où il y a une augmentation du taux d'obésité et par conséquent du nombre de cas de lithiase biliaire, de maladie lithiasique. Elle survient surtout chez les sujets qui ont un âge moyen, autour de 55 ans, et le sexe ratio est à peu près pareil, c'est-à-dire environ 58% pour les hommes et 42% pour les femmes. Alors, un petit rappel anatomique concernant la glande pancréatique. Alors, le pancréas est un organe profond. Il fait partie de ce qu'on appelle le bloc duodéno-hépato-pancréatique, c'est-à-dire qu'il est intimement lié au duodénum, puisque le duodénum est collé à la tête du pancréas et il va contenir aussi l'orifice par lequel vont se déverser les sécrétions bilio-pancréatiques. Il va également donc être lié aux voies hépatiques par l'intermédiaire du cholédoque. Alors, si on voit de plus près, on voit bien que donc, le pancréas est intimement lié au duodénum et par l'intermédiaire de l'ampoule de Vater vont se déverser les sécrétions pancréatiques, mais également les sécrétions biliaires. Alors là, le pancréas a une double fonction, c'est une glande, ce qu'on appelle une glande mixte. Il a une fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il va sécréter de l'insuline et du glucagon, et une fonction exocrine par l'intermédiaire du sucre pancréatique qui va contenir des bicarbonates, permettant ainsi d'alcaliniser le sucre digestif, mais également des enzymes pancréatiques telles que l'amylase, la lipase, la nucléase et la protéase, qui vont permettre la digestion des nutriments. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment va se révéler la pancréatite aiguë? La pancréatite aiguë est une véritable urgence médico-chirurgicale. Elle va se révéler avant tout par la douleur abdominale. C'est une douleur assez caractéristique qui va être brutale, violente, de siège épigastrique. Elle va être transfixiante en coup de poignard, c'est-à-dire que le patient va ressentir une douleur épigastrique qui va s'enfoncer en profondeur vers le dos. C'est une douleur qui va aller en s'aggravant en quelques heures. Elle va être durable, donc c'est une douleur prolongée, et elle va, avec le temps, diffuser à tout le corps. C'est une douleur qui est majorée par la palpation et elle irradie, comme je l'ai dit, dans le dos avec une inhibition de la respiration. Alors, cette douleur a deux signes assez spécifiques de la douleur pancréatique qu'il faut rechercher systématiquement pour être orienté cliniquement. C'est d'abord la position antalgique en chien de fusil avec lesquelles vont se ramener les patients et c'est l'inefficacité des antalgiques usuels à calmer cette douleur. Donc, si vous avez ce type de douleur associé à ces deux caractéristiques, eh bien, c'est très, très, très évocateur de la douleur de type pancréatique. Alors, quand on va examiner notre patient, on va souvent retrouver une défense plus ou moins localisée au niveau de l'épigastre. Alors, cette douleur est accompagnée dans la moitié des cas par des vomissements qui peuvent être alimentaires puis bilieux et dans un tiers des cas, il va y avoir un iléus réflexe avec un arrêt des matières et des gaz et un météroïsme abdominal.
Alors, selon la gravité ou pas de la pancréatite, il peut y avoir des signes cliniques qui vont orienter justement vers la sévérité de la pancréatite. La survenue, par exemple, d'une fièvre, la survenue d'une hypotension, d'une défaillance polyviscérale, l'existence d'hématomes sous-cutanés, comme vous voyez sur la diapositive, soit au niveau des flancs, c'est ce qu'on appelle le signe de Gray-Turner, ou en péri-ombilical, c'est ce qu'on appelle le signe de Cullen. Alors, il existe, selon la gravité de la pancréatite, deux types de pancréatite. Il y a ce qu'on appelle la pancréatite œdémateuse. C'est la plus fréquente et c'est la forme bénigne, puisque la mortalité est inférieure à 5%. C'est une pancréatite qui va être caractérisée par un œdème qui va affecter uniquement la glande pancréatique. C'est-à-dire que l'inflammation ne va intéresser que la glande pancréatique. Il ne va pas y avoir d'inflammation qui va diffuser à l'extérieur du pancréas. Tandis que la pancréatite nécrotico-hémorragique, qui est la forme la plus sévère parce que la mortalité est élevée, elle peut atteindre 30%, elle est caractérisée par l'œdème et surtout par l'apparition de nécrose de toute la glande pancréatique, mais également possibilité de formation de coulées inflammatoires et de coulées de nécrose extra-pancréatiques et avec possibilité de surinfection de ces coulées de nécrose, ce qui rend donc cette pancréatite encore plus grave. Alors, passons maintenant au diagnostic positif. Comment allons-nous poser le diagnostic positif de la pancréatite aiguë? Eh bien, comme je vous l'ai dit, d'abord devant la douleur de type pancréatique caractéristique, donc on a vu tout à l'heure quelles étaient les caractéristiques de la douleur de type pancréatique. Quand on a ce type de douleur, on va suspecter la pancréatite et on va doser ce qu'on appelle la lipasémie, qui est une enzyme pancréatique. Alors, on va dire qu'il s'agit de pancréatite lorsque la lipasémie est supérieure à 3 fois la normale. Alors, si on a ces deux signes, la douleur de type pancréatique et la lipasémie élevée, eh bien, on va suspecter très, très fortement la pancréatite et on va faire une échographie pour visualiser la glande pancréatique et rechercher les anomalies morphologiques du pancréas. Donc, on a besoin juste de ça pour poser le diagnostic de la pancréatite aiguë. Donc, d'où l'élévation de la lipasémie, anomalie morphologique à l'échographie. Donc, on n'a pas besoin de doser l'amylasémie qui avant était dosée systématiquement, puisqu'on sait maintenant qu'elle n'est pas aussi performante que la lipasémie. Donc, on ne dosera plus de lipasémie. Et surtout, on n'a pas besoin du scanner pour poser le diagnostic positif de la pancréatite. Alors, on demandera un scanner abdominopelvien que lorsque on doute du diagnostic de la pancréatite, c'est-à-dire qu'on a une douleur aiguë et on a peur que ça soit, par exemple, une perforation, une péritonite ou une ischémie mésentérique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, qu'on n'a pas tous les arguments pour poser le diagnostic de la pancréatite, c'est là où on fera le scanner. Mais si on a les deux arguments, c'est-à-dire la douleur spécifique et l'augmentation de la lipasémie, on n'a pas besoin du scanner. Le scanner, il sera utilisé plus tard pour évaluer la gravité de la pancréatite. Alors, passons maintenant, une fois qu'on a posé le diagnostic de la pancréatite, on va parallèlement faire certaines choses qui vont nous orienter vers l'étiologie de la pancréatite. Donc, la première chose à faire devant une pancréatite, c'est de faire un interrogatoire minutieux à la recherche de la cause de la pancréatite. Alors, à l'interrogatoire, on va demander s'il y a prise d'alcool de façon chronique, s'il y a des antécédents de maladies lithiasiques personnelles ou familiaux, s'il y a une maladie métabolique, notamment une hyperlipidémie, une hypercalcémie, s'il y a des antécédents de maladies auto-immunes, s'il y a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin associée, s'il y a eu prise de médicaments qui sont susceptibles de donner une pancréatite, s'il y a un antécédent de traumatisme abdominal, de chirurgie biliaire ou si le malade a subi une CPR. Également, dès l'admission, un bilan systématique qui sera fait pour toutes les pancréatites
Ce sont le bilan hépatique, le bilan lipidique, la calcémie, et comme on l'a dit, devant une suspicion de pancréatite, on fera systématiquement une échographie. Donc, au terme de ce bilan, on va soit poser le diagnostic d'une pancréatite alcoolique ou d'une pancréatite biliaire, ou alors, ces examens ne nous permettent pas d'arriver vers le diagnostic, et on va passer aux examens de deuxième intention. Alors, les deux examens de deuxième intention qui sont à notre disponibilité, ce sont l'écho-endoscopie et la cholangio-pancréato-IRM. Alors, ces deux examens sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'écho-endoscopie est supérieure à l'IRM pour évaluer les voies biliaires et rechercher les signes morphologiques du pancréas, tandis que l'IRM est supérieur à l'écho-endoscopie pour une meilleure analyse des voies pancréatiques et pour rechercher les signes de pancréas divisor. Alors, l'écho-endoscopie, on l'a dit, elle était performante pour les voies biliaires et donc, elle va apporter un plus pour la lithiase biliaire. Donc, si à l'écho qu'on a fait au début du diagnostic, on n'a pas visualisé de maladie biliaire, de maladie lithiasique biliaire, l'écho-endoscopie va redresser le diagnostic dans 40% quand il y a une maladie biliaire. Pour l'IRM, elle va analyser elle va rechercher les anomalies de l'ampoule de Vater, les anomalies des canaux pancréatiques, notamment des éventuelles sténoses ou dilatations des canaux pancréatiques. Elle va rechercher des éventuelles tumeurs pancréatiques, notamment les TMP, qui vont être responsables parfois de pancréatite, qui vont parfois être révélées par une pancréatite aiguë. On va rechercher également des signes morphologiques qui pourraient orienter vers une pancréatite auto-immune, c'est-à-dire une glande pancréatique élargie avec un halo périphérique. C'est ce qu'on appelle la classique image en saucisse. Et puis, éventuellement, des signes de pancréatite chronique. Et dans ce cas-là, le patient présenterait une pancréatite, une poussée aiguë sur pancréatite chronique. Alors, si maintenant tous ces examens sont négatifs, alors on a soit la possibilité de dire que c'est une pancréatite idiopathique, ou alors on va pousser les examens encore plus loin, surtout si on a des signaux d'orientation à l'interrogatoire, à la recherche notamment de pancréatite auto-immune. Et on va voir tout à l'heure dans toutes les étiologies comment on va penser à la pancréatite auto-immune. Et puis, très, très rarement, surtout si la pancréatite survient chez un sujet jeune, a fortiori s'il y a des antécédents familiaux de pancréatite aiguë, dans la fratrie par exemple, on va rechercher les pancréatites d'origine génétique en faisant donc des analyses à la recherche des différents gènes qui peuvent intervenir dans la survenue de la pancréatite génétique. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué la pancréatite, donc dès le diagnostic, on doit obligatoirement établir la gravité de la pancréatite. Pourquoi? Parce que le pronostic va dépendre de ces signes de gravité. Alors déjà, donc, le terrain va orienter vers la possibilité de la gravité de la pancréatite, notamment la survenue chez un sujet âgé, l'existence de comorbidités et une augmentation de l'IMC. Chez l'obèse, la pancréatite est plus sévère. Et puis, on fera bien sûr, il y a des bilans qui vont orienter vers la gravité de la pancréatite, notamment la formule de numération sanguine, le bilan d'hémostase, la glycémie, les transaminases, les phosphates alcalines, le bilan rénal, et puis, bien sûr, on va faire une saturométrie. Si la saturation est inférieure à 95%, c'est-à-dire que le patient désature, et il faudra faire une gazométrie sanguine. Alors, il y a bien entendu des classifications qui vont nous permettre justement d'évaluer avec précision la gravité de la pancréatite. Il y a d'anciennes classifications qu'il ne faut plus utiliser, c'est les classifications par exemple d'Appel-Ranson.
Il y a une classification qu'on appelle la classification d'Atlanta qui est ancienne mais qui a été réactualisée en 2012. C'est une classification qui a une excellente corrélation avec la durée d'hospitalisation et le taux de mortalité. Dans cette classification, la pancréatite est dite légère lorsqu'il n'y a aucune complication locale ou systémique. La pancréatite est dite modérée lorsqu'il existe une complication locale ou systémique, mais elle va durer moins de 48 heures. Et la pancréatite est dite sévère lorsque la défaillance d'organes est persistante, c'est-à-dire qu'elle dure plus de 48 heures. Alors, mais il faut savoir que la meilleure façon d'évaluer la gravité de la pancréatite, c'est le calcul du CIRS. Le CIRS, c'est une manière très très simple et rapide d'évaluer la gravité de la pancréatite, et on va le voir tout de suite. Et il semblerait que l'utilisation du CIRS est nettement meilleure que, par exemple, d'évaluer la CRP, l'hématocrite ou le bilan rénal. Alors, c'est quoi le CIRS? Le CIRS, ce sont les initiales de cette phrase en anglais, Systematic Inflammatory Response Syndrome, pour syndrome de réponse inflammatoire systémique. Alors, il va être basé sur 4 items. L'accélération du pouls, c'est-à-dire un pouls supérieur à 90 par minute, une hypothermie ou au contraire une hyperthermie, une hyperleucocytose supérieure à 12 000 ou encore une leucopénie inférieure à 4 000 et une perturbation de la fréquence respiratoire ou de la PCO2 qui est inférieure à 32 mm de mercure. Alors, on parlera de CIRS positif lorsqu'il existe 2 de ces paramètres. Alors, le CIRS, il va être recherché dès l'admission, c'est-à-dire dès l'hospitalisation, on va rechercher ces paramètres-là et on va évaluer le CIRS et on va le réévaluer à la 48e heure. C'est une manière très simple et fiable pour prédire la gravité de la pancréatite aiguë, comme je vous l'ai dit. Et lorsque le CIRS est persistant au-delà de la 48e heure, ça veut dire que la pancréatite est sévère, qu'elle est associée à un risque de défaillance multiviscérale et que la mortalité va être élevée, elle va atteindre les 25%. Donc, quand le CIRS est positif et qu'il est persistant, ça veut dire que la pancréatite est sévère et qu'il faut prendre les mesures qu'il faut, notamment la surveillance, la prise en charge rapprochée. Alors, toujours dans l'évaluation de la gravité, c'est là que va intervenir la TDM. Alors, la TDM abdominale, elle est recommandée entre la 72e et la 96e heure à partir du début des douleurs. Elle va évaluer cette TDM, la nécrose pancréatique et extra-pancréatique. Et on va évaluer justement la gravité des lésions pancréatiques grâce à une classification scanographique qu'on appelle le score CTSI ou CT Severity Index, qui va évaluer l'inflammation et la nécrose pancréatique. Alors, pourquoi on ne fait pas de scanner précocement? Pourquoi? Parce qu'on risque de sous-évaluer la gravité de la pancréatite. C'est pour ça qu'on va laisser le temps des lésions pour s'installer et faire notre scanner entre 72 et 96 heures après le début des douleurs pour justement avoir une évaluation adéquate de la gravité de la pancréatite. Donc, un scanner précoce est tout à fait inutile, sauf, comme on l'a dit au début, si on doute du diagnostic. Alors, vous avez ici sur la plaque un scanner avec un pancréas normal, comme vous le avez ici. Ici, un scanner avec un pancréas tout à fait pathologique, œdémacié, avec des lésions nécrotiques. Alors, voici la classification scanographique qui évalue la gravité de la pancréatite. Avant, on utilisait ce qu'on appelait la classification de Balthazar, qui évaluait la pancréatite du stade A au stade E. Actuellement, on sait qu'elle n'est pas fiable. On utilise d'ailleurs comme nom aussi classification de Balthazar modifiée pour nommer cette classification CTSI. Donc, cette classification, elle va évaluer, comme je vous l'ai dit, l'inflammation au niveau du pancréas et en péripancréatique. Et selon la gravité de cette inflammation, on va noter de 0 à 4, pardon. Et la nécrose pancréatique,
selon son existence ou pas, et selon l'extension de cette nécrose, on va noter de 0 à 6. Puis on va faire le total et on va donc évaluer grâce à ça notre pancréatite. Si le total est inférieur à 3, on dirait que la pancréatite est légère. Si le total est entre 4 et 6, la pancréatite est modérée. Entre 7 et 10, elle est dite sévère. Et on voit bien sur ce tableau que cette classification est très très bien corrélée avec le taux de morbidité et de mortalité. Plus la pancréatite est sévère, plus le taux de morbidité et de mortalité est élevé. Donc, c'est la classification scanographique qu'il faut utiliser pour évaluer la gravité de la pancréatite aiguë. Alors, quelles sont maintenant les étiologies des pancréatites aiguës? Alors, ce tableau résume toutes les étiologies et on va essayer de détailler les étiologies les plus fréquentes, notamment la lithiase biliaire. Alors, comme je vous l'ai dit, les deux étiologies les plus fréquentes, c'est la lithiase biliaire dans 40%, la maladie alcoolique dans 40%, les obstructions canalaires qui peuvent se voir dans 15 à 20%, l'hypertriglycéridémie 2 à 5%, l'hypercalcémie moins de 1%, l'étiologie génétique moins de 5%, les causes toxiques, notamment médicamenteuses, moins de 5%, la pancréatite auto-immune, très rare, moins de 1%, la pancréatite post-CPRE, c'est pour ça qu'on demande toujours s'il y a eu une CPRE quand le malade présente une pancréatite, et les infectieuses, très rares, moins de 1%. Alors, la pancréatite d'origine lithiasique. Comment penser à une pancréatite d'origine lithiasique? La maladie lithiasique, comme vous le savez, c'est surtout chez les femmes de plus de 50 ans. Donc, pensez à la pancréatite aiguë biliaire lorsqu'elle survient chez une femme d'âge mûr, donc la cinquantaine. A fortiori, si elle a des antécédents de lithiase vésiculaire. Si au cours des premières 48 heures de la douleur, on a constaté que les alates sont supérieures à 2 à 3 fois la normale. C'est pour ça qu'il faut faire précocement un bilan hépatique, parce que si on a une élévation des alates tardivement, ça ne va pas avoir la même valeur que quand les alates sont élevées précocement. Et puis, quand on fera notre échographie, si on retrouve un calcul ou un sludge au niveau de la vésicule, ou bien un calcul ou un sludge au niveau du cholédoque, ou carrément une dilatation de la voie biliaire principale, donc, tout cela va nous orienter vers la pancréatite aiguë d'origine biliaire. La pancréatite alcoolique, le diagnostic est essentiellement fait à l'interrogatoire. Donc, on va demander si le patient a la notion de crise d'alcool de façon chronique. Donc, ça peut être souvent, chez les patients alcooliques chroniques, une poussée aiguë sur pancréatite chronique. Troisième diagnostic, les obstructions canalaires. Donc, ça peut être soit des obstructions qui sont dues à des tumeurs pancréatiques. Donc, les canaux pancréatiques sont bouchés par une tumeur qui peut être maligne, telle qu'un adénocarcinome, ou bien bénigne, telle que les TI-PMP. Ça peut être aussi, mais ça c'est controversé, un pancréas divisome, c'est-à-dire une anomalie morphologique du pancréas, ou bien carrément un dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, c'est-à-dire une anomalie de la motricité du sphincter d'Oddi qui va entraîner une pancréatite aiguë. Et là, c'est également une étiologie controversée, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les auteurs qui vont être d'accord pour l'origine de cette pancréatite. De toute façon, en particulier pour le dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, il faut savoir que ça reste un diagnostic d'exclusion. Donc, on ne va pas aller directement faire ce diagnostic. Il faut éliminer tous les autres diagnostics. Vous avez également l'hypertriglycéridémie. Alors, on va suspecter l'hypertriglycéridémie lorsque le seuil de triglycérides est supérieur à 10 mmol par litre. Et il faut savoir que la pancréatite aiguë est souvent grave quand il s'agit d'une pancréatite qui est due donc à une perturbation lipidique. L'hypercalcémie va être suspectée lorsque le seuil de la calcémie est supérieur à 3 mmol par litre. Ça survient surtout dans un contexte d'hyperparathyroïdie.
Les causes génétiques rares, donc on va bien sûr y penser quand on a éliminé toutes les autres causes, comme on a vu tout à l'heure dans notre enquête étudiante. Et bien sûr, il va y avoir souvent des antécédents familiaux, en particulier dans la fratrie ou les parents proches. Sur la pancréatite toxique, moins de 5%, et là, j'attire votre attention sur l'existence de certains médicaments qui peuvent être à l'origine de pancréatite aiguë. Et en gastroentérologie, les pancréatites toxiques qu'on voit le plus, c'est la pancréatite secondaire à l'azatioprine. Alors, l'azatioprine ou l'Immurel est un immunosuppresseur qu'on utilise notamment dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme traitement d'entretien, mais également dans certaines pathologies immunes hépatiques. Et la pancréatite, en général, elle est, quand elle survient secondairement à l'azatioprine ou aux médicaments en général, c'est une pancréatite qui est en général non grave et elle survient en général précocement. C'est-à-dire que on va penser à la pancréatite post-médicamenteuse quand elle va survenir dans les 3 premiers mois de la prescription du médicament. On ne va pas y penser au-delà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prévenir, quand on prescrit pour la première fois le médicament, il faut prévenir de la possibilité de survenue de douleurs abdominales. Les pancréatites auto-immunes, c'est encore plus rare, moins de 1%. Il en existe 2 types. Le type 1, qui va survenir en général dans ce qu'on appelle les maladies à IgG4, c'est-à-dire que ça va être donc une maladie où il va y avoir des dépôts d'IgG4 au niveau de la glande pancréatique, mais également au niveau d'autres organes, notamment les voies biliaires et le foie. Donc, ça va être une maladie auto-immune qui va être associée parfois donc, à une maladie auto-immune hépatique, par exemple, ou biliaire. Le malade va donc avoir essentiellement un ictère. Et comme c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie qui va répondre aux corticoïdes. Et on va y penser lorsque on va avoir un taux élevé d'IgG4 au niveau sanguin. Le deuxième type de pancréatite auto-immune, c'est le type 2. Ça survient, alors que le premier type survient plutôt chez l'adulte d'âge mûr, le type 2 survient plutôt chez le sujet jeune. Il n'y a pas d'élévation des IgG4 et ça peut se voir en particulier chez les patients qui ont, par exemple, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et comme c'est une maladie auto-immune, ça répond également aux corticoïdes. Ce qu'il faut savoir pour la pancréatite auto-immune, c'est que souvent, ce sont souvent des pancréatites qui ne sont pas graves. La pancréatite maintenant post-CPRE, donc c'est une pancréatite qui survient après la pratique d'une CPRE. Le risque de survenue de pancréatite après une CPRE est de 5 à 10%. Alors, il y a des facteurs qui pourraient favoriser la survenue de cette pancréatite après la CPRE. C'est soit des facteurs liés au patient ou liés à la technique, notamment lorsque, par exemple, une CPRE a été faite avec une injection intempestive de produits au niveau de la glande pancréatique, surtout si on n'a pas mis de prothèse par la suite pour protéger la glande pancréatique. Et ce qu'on fait en général pour éviter justement la survenue de cette pancréatite après CPRE, c'est la prescription d'un anti-inflammatoire en suppositoire, un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc on va donner systématiquement avant la CPRE. Et quand on suspecte qu'on a injecté du produit dans le pancréas, on va mettre une prothèse pancréatique temporaire pour justement éviter la survenue de cette pancréatite.
Dernière étiologie, ce sont les pancréatites d'origine infectieuse. Elles sont très rares, moins de 1%, et elles surviennent en particulier chez les sujets immunodéprimés. Elles peuvent être d'origine virale ou parasitaire. Et puis, il y a les pancréatites post-traumatiques. En général, ce sont les traumatismes sévères qui peuvent donner des pancréatites et généralement chez le sujet polytraumatisé, quand on a au scanner justement des signes d'orientation, on va y penser. Alors, on va passer maintenant aux complications de la pancréatite aiguë. On a deux types de complications. On a les complications précoces et les complications tardives. Les complications précoces, elles sont plutôt systémiques. Alors, soit il s'agit d'un état de choc, ce sont l'apanage des pancréatites sévères, donc collapsus cardiovasculaire, détresse respiratoire, insuffisance rénale aiguë. Ce sont donc des complications qui vont survenir dans les pancréatites sévères avec des CIRS positifs. On peut également avoir des perturbations métaboliques telles que l'hyperglycémie et l'hypocalcémie qui surviennent également dans les pancréatites sévères. Les complications tardives sont représentées essentiellement par une collection, notamment le pseudokyste du pancréas, qui peuvent eux-mêmes compliquer, c'est-à-dire de par exemple, leur taille, comprimer les organes de voisinage, ou bien se surinfecter et donner carrément des abcès, ou bien saigner et donner des hémorragies intrakystiques. Alors, comment est-ce qu'évoluent justement ces lésions pancréatiques? Alors, les premiers jours, en général, nous avons uniquement de l'œdème et de la nécrose, et les collections n'apparaissent qu'à partir de la 4e semaine. Alors, ces collections, elles sont de plusieurs types. Elles peuvent être liquidiennes, sans nécrose à l'intérieur. Elles peuvent être liquidiennes, mais encapsulées par une paroi inflammatoire avec peu ou pas de nécrose. C'est ce qu'on appelle le pseudokyste du pancréas. Il peut s'agir carrément de collections nécrotiques, avec donc une collection liquidienne contenant à l'intérieur une quantité de nécrose, comme il peut s'agir de nécrose circonscrite carrément. Il y a une paroi inflammatoire qui va circonscrire cette nécrose. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ces complications, donc de ces collections, c'est qu'il faut les respecter tant qu'elles ne compliquent pas. C'est-à-dire que tant qu'elles ne compriment pas d'organes, tant qu'elles ne sont pas surinfectées, tant qu'elles ne saignent pas, il faut les respecter et il faut laisser le temps à ces collections de se résorber. Donc, il ne faut pas essayer de les ponctionner ou de les traiter tant qu'elles ne sont pas compliquées. Alors maintenant, quelle est la prise en charge globale de la pancréatite? Alors, il y a des mesures générales qu'on va prendre donc, en urgence, donc concomitamment à notre enquête étiologique. La prise en charge thérapeutique de la pancréatite constitue une urgence. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la démarche diagnostique et la démarche plutôt étiologique, eh bien, concomitamment à cela, on va prendre en charge la pancréatite parce que, comme je vous l'ai dit, la pancréatite est une véritable médico-chirurgicale. Donc, on va prendre des mesures générales. Donc, on va hospitaliser bien sûr le patient. On va prendre de bonnes voies donc périphériques. On va faire le monitorage du patient en prenant ses constantes. On va voir si le patient a une bonne oxygénation en mesurant la saturation. On va essayer, pour pouvoir, surtout si le malade est agité en raison de la douleur, donner des antalgiques. Et on va aller là progressivement dans la classe des antalgiques pour calmer le patient et pouvoir l'examiner correctement et pouvoir explorer correctement. Si le malade vomit, on va donner des anti-émétisants. On va le mettre à jeun. Pourquoi? Pour mettre en repos la glande pancréatique. Et on va bien sûr concomitamment faire notre bilan biologique et nos examens complémentaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ces mesures sont suffisantes lorsque la pancréatite est de type œdémateuse, c'est-à-dire que c'est une pancréatite bénigne. Par contre, si la pancréatite est plus sévère, on va avoir besoin d'hospitaliser le patient dans une unité
de réanimation. Et on va donc évaluer la gravité de la pancréatite sévère. Donc, tous les jours, on va faire des examens quotidiens, on va faire des examens biologiques quotidiens et une surveillance de toutes les fonctions du sang. Donc, l'avis de la réanimation initialement doit être demandé devant tout critère de gravité ou lorsque le critère de gravité apparaît secondairement. On va instituer donc une rééquilibration hydroélectrolytique dès les premières 24 heures. Donc, et cette rééquilibration va dépendre bien sûr du bilan biologique du patient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aucun cas, on doit donner des antibiotiques à visée préventive, parce qu'on sait qu'au contraire, donner ces antibiotiques sans avoir la preuve qu'il y a une infection vont être délétères pour le patient. Et s'il y a un signe de gravité qui va indiquer le passage aux soins intensifs, on va rapidement transférer notre patient. Alors, on a dit que le malade va être mis à jeun et donc on va essayer, donc, si le malade vomit, on peut mettre une sonde nasogastrique et donner, comme on l'a dit, des anti-émétisants. Et on va instituer une nutrition, soit une nutrition entérale par sonde ou une nutrition parentérale si on n'a pas les moyens d'instituer cette nutrition entérale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nutrition, elle va être la plus brève possible. Donc, il faut favoriser l'alimentation. Donc, parce que la nutrition, en particulier la nutrition parentérale prolongée, est délétère pour les patients et favorise la translocation bactérienne. Donc, rapidement, il faut essayer rapidement d'assurer une alimentation orale. Donc, comme je l'ai dit, en cas de vomissement incoercible, aspiration digestive anti-émétisant. En cas de défaillance viscérale et donc suspicion pour prévenir l'ulcère de stress, on va donner des IPP injectables. Et bien entendu, une anticoagulation préventive systématique devant une pancréatite sévère. Alors voici sur ce tableau-là les différents critères qui vont nous dire que le patient nécessite une hospitalisation en réanimation. Ce sont soit des signes de gravité biologique ou des signes de gravité clinique, ou notamment un CIRS persistant. Alors maintenant, quelle est la prise en charge spécifique selon l'étiologie? Alors, quand justement dans la pancréatite d'origine biliaire, on va poser l'indication de la cholécystectomie. Alors, en cas de pancréatite aiguë bénigne d'origine lithiasique, la cholécystectomie est indiquée avant la rénutrition car le risque de récidive par migration lithiasique est de 20% le premier mois et la gravité de cette récidive de pancréatite est imprévisible. Donc, idéalement, un patient qui a une pancréatite aiguë bénigne d'origine lithiasique, on ne le fait pas sortir, comme on a l'habitude de faire nous, parce que justement, on n'arrive pas à opérer rapidement les patients. Normalement, il est hospitalisé en chirurgie et il doit être opéré de sa vésicule avant l'introduction de l'alimentation. Parce que le fait de se réalimenter, eh bien, ça va entraîner donc probablement d'autres pancréatites qui peuvent être graves. Par contre, si la pancréatite est grave, on ne peut pas réaliser de cholécystectomie parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires importants au niveau abdominal qui vont empêcher la réalisation d'une chirurgie. Donc là, bien sûr, la cholécystectomie va être tardive qu'il y a une résorption de tous les phénomènes inflammatoires abdominaux. Alors maintenant, pour la CPRE. Devant une pancréatite aiguë biliaire bénigne, la CPRE précoce n'a aucune indication. Alors la CPRE, pourquoi on l'a fait? La CPRE, c'est la cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique. C'est un examen qui va permettre de faire une sphinctérotomie, c'est-à-dire une ouverture du sphincter d'Oddi pour libérer les calculs qui sont dans la voie biliaire. Alors, quand on a des calculs au niveau de la voie biliaire
que le malade a une pancréatite aiguë biliaire bénigne, la CPRE est réalisée en urgence. Par contre, en cas de pancréatite aiguë biliaire grave, la CPRE avec sphinctérotomie endoscopique doit être faite qu'en cas d'obstruction biliaire persistante ou s'il y a une angiocolite. Donc, si le malade a une angiocolite ou si le malade, au cours de l'évolution, on voit qu'il y a une dilatation persistante, il faut réaliser la CPRE le plus précocement possible. Et en cas d'angiocolite, quelle que soit la gravité de la pancréatite, la CPRE doit être réalisée précocement. Pour la pancréatite alcoolique, bien sûr, le traitement, c'est le sevrage alcoolique qui est important parce que si le malade n'est pas sevré, il y aura donc une récidive inéluctable de la pancréatite et passage vers la chronicité. Maintenant, concernant les traitements des collections, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, en cas de nécrose infectée, comme je vous l'ai dit, les collections, elles ne sont pas touchées si elles ne sont pas compliquées, c'est-à-dire qu'elles ne compriment pas, si elles ne compriment pas, si elles ne sont pas infectées, si il n'y a pas d'hémorragie à l'intérieur de la collection, ces collections, elles sont respectées et elles vont se résorber progressivement et on prendra le temps qu'il faut pour les coller et vérifier leur disparition. Par contre, si ces collections ou cette nécrose est infectée, là, il faudra traiter cette infection, soit en évacuant l'infection par voie radiologique, ou bien par voie endoscopique, ou si les deux techniques non invasives ne sont pas disponibles, par voie chirurgicale. Si maintenant les épanchements, par exemple, il y a des collections à l'intérieur duquel il y a du liquide et que ces épanchements sont trop abondants et qui entraînent des phénomènes compressifs, on peut les évacuer, soit par voie endoscopique ou par voie radiologique, bien sûr par voie chirurgicale, si ces deux techniques non invasives ne sont pas disponibles. Enfin, si on a des pseudo-anévrismes à l'intérieur des collections, on va traiter ces anévrismes-là par embolisation, donc par voie radiologique. Alors, la surveillance et l'évolution de la pancréatite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la surveillance constitue une véritable urgence et que la pancréatite peut s'aggraver d'un moment à un autre. La surveillance clinique, elle est au minimum quotidienne. La surveillance biologique, elle est quotidienne et devant le moindre signe de pancréatite grave, hospitalisé en réanimation. Alors, pour les pancréatites non graves, alors l'hospitalisation des malades, elle est souvent problématique. Elle se fait soit entre la gastroentérologie et la chirurgie, en particulier si la pancréatite est d'origine biliaire, puisque si la pancréatite n'est pas grave, il faut que normalement la cholécystectomie soit faite rapidement. Alors, le malade qui a une pancréatite aiguë non grave, il va en principe être libéré dès que la douleur va céder et qu'elle est contrôlée par des antalgiques péros. Et dans ce cas-là, dès que la douleur va céder, c'est là qu'on va réintroduire rapidement l'alimentation orale pour éviter toutes les complications liées à l'alimentation parentérale. En cas de pancréatite grave, il faut prévenir le patient qu'il y a possibilité de survenue de complications métaboliques, notamment un risque de survenue de diabète, un risque d'insuffisance pancréatique exocrine. Donc, il est important de consulter les patients à distance pour dépister ces éventuelles complications métaboliques. Alors, je terminerai par ces quelques messages à retenir. Le diagnostic de pancréatite aiguë, il est essentiellement clinique, biologique et radiologique. Donc, douleur pancréatique typique, lypasémie supérieure à 3 fois la normale et échographie avec un pancréas anormal. Les causes les plus fréquentes de pancréatite sont l'alcool, mais c'est surtout la lithiase biliaire qui est plus fréquente chez nous. L'alcoolisme, c'est beaucoup plus rare chez nous. Importance de la recherche du CIRS pour évaluer précocement la gravité de la pancréatite et toujours évaluer le CIRS dans le temps. Le scanner, ne jamais le faire en urgence, sauf si on a un doute diagnostique, le faire dans les 72 à 96e heures
pour évaluer la gravité de la pancréatite, et le traitement qui est essentiellement à base de réanimation, donc hydratation et alimentation correcte, bonne oxygénation, pas d'antibiotiques, c'est important, pas d'antibiotiques de façon systématique, une anticoagulation préventive dans les pancréatites graves et une réalimentation précoce dès que la douleur disparaît. Voilà, je vous remercie.